Quand je nais, mes parents étaient en foyer, à la sortie du Monoprix, qui est clairement... Enfin, des fois, je me dis, c'est quand même un délit de faciès, c'est pas possible. On aurait pu rester dans ces bars d'immeubles où on connaissait tout le monde, on était chez nous, on parlait notre langue, on était en communauté. C'était beaucoup plus simple que d'aller dans le fin fond de 77 où on devient une minorité visible. Bienvenue dans l'ascenseur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et j'anime le podcast Bienvenue dans l'ascenseur. Dans ce podcast, je reçois des femmes et des hommes qui ont un parcours d'ascenseur social. Et ensemble, on refait les différentes étapes de ce parcours. Et c'est un parcours donc d'en bas, du rez-de-chaussée, c'est ce qu'on va voir avec ma prochaine invitée qui est Grafi Ratamohan. Et bienvenue Grafi. Bonjour. Vous êtes de ces personnes qui ont pris l'ascenseur social en France. J'aimerais que on refasse ensemble le trajet que vous avez accompli et qu'on entre ensemble dans la cabine de l'ascenseur. Souvent, dans les ascenseurs, dans les cabines d'ascenseur, il y a un miroir. Je voudrais que vous vous regardiez dans le miroir et que vous me disiez qui vous voyez. Déjà, je vois, pour commencer, un être humain qui est tombé du bon côté de la barrière parce que je vois quelqu'un qui est bien portant, qui sourit. Et ça me fait dire que, j'ai eu de la chance dans la vie. Et sinon, je vois une femme qui a 37 ans, qui est mariée, 2 enfants. Je suis aussi restauratrice. Aujourd'hui, j'ai cofondé, il y a maintenant une 12aine d'années, la chaîne de restaurants qui s'appelle PNY. Il y a 14 restaurants aujourd'hui et dont le but est d'essayer de tout faire pour servir les meilleurs burgers de la planète. Et donc, votre rez-de-chaussée, votre point de départ dans la vie, c'est quoi ? Alors, mon point de départ, c'est déjà des parents aimants. Je suis née de 2 parents immigrés sri-lankais. Mon père est arrivé en 82, puis il a fait venir ma mère en 83 parce qu'il fuyait la guerre. Et moi, j'arrive quelques années plus tard, une fois qu'ils estimaient être suffisamment installés pour pouvoir m'accueillir. Donc, ma vie commence à ce moment-là. Et ils faisaient quoi comme métier, vos parents ? Oui. Alors, ils ont fui la guerre et donc ils sont arrivés dans un pays dont ils ne parlaient pas la langue. Donc, quand on ne parle pas la langue, très vite, les seuls métiers qui s'offrent à vous, ce sont les métiers manuels. Et donc, mon père, lui, est devenu homme de ménage. Et ma mère, elle était couturière. Elle était déjà couturière au pays, donc c'est dans cette logique-là qu'elle a continué. Simplement, au début, elle prend ce qu'elle peut, et donc souvent c'est des ateliers clandestins. Elle n'est pas toujours payée. Enfin, c'est une vie un peu compliquée, en effet. Et vous viviez dans quelle ville, dans quel quartier, dans une maison, dans un appartement ? Alors moi, je suis née à Corbeil-Essonnes. Quand je nais, mes parents étaient en foyer. Et là, ils se disent, c'est compliqué d'élever une fille en foyer. Donc, ils trouvent le moyen de déménager dans un appartement à Corbeil-Essonnes. Et donc, c'est une tour d'immeuble. Donc, la vie est agréable parce que j'ai la chance d'avoir des parents aimants et qui s'occupent vachement de moi, qui font tout pour que je sois bien. Mais c'est vrai que je vis dans un contexte très comme on imagine la banlieue. Et à l'école, comment ça se passe ? Est-ce que vous étiez une bonne élève ? Alors oui, j'ai la chance d'avoir pu être très bonne élève parce que... encore une fois, je pense que je dois énormément à mes parents qui m'ont... ils sont donc sri-lankais, et au Sri Lanka, l'éducation, c'est super important parce que pour eux, c'est la façon de s'en sortir. Si on est en gros dans leur tête, c'est assez automatique. Si on est bon à l'école, on s'en sort dans la vie. Donc, ils me répètent ça très, très, très souvent. Et en plus de ça, ils estiment qu'avoir une éducation, c'est important pour se tenir en société, etc. Donc, l'un dans l'autre, oui. Vous êtes dans quel type d'établissement ? Public, l'école du quartier.
Et donc, comme vous étiez dans un quartier un peu compliqué, l'école aussi était compliquée? En vrai, pas. Alors, ça remonte, hein, parce que oui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, donc, on est dans cet appartement à Corbeil où effectivement, c'est pas tout rose. Où mes parents travaillent beaucoup. Mon père part à 3 heures du matin faire les ménages. Il ne rentre qu'à 21 heures le soir. Ma mère part à 6 heures du matin. Donc, c'est vraiment une vie de labeur et très, très intense. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'ils veulent mettre suffisamment de côté pour pouvoir sortir de cet endroit. Quartier. Voilà, du quartier, exactement. Et en fait, quand j'arrive à mes 8-9 ans, ils y arrivent. Donc là, c'est un changement de vie total où on va à la campagne. On va dans le fin fond du 77. J'avais les champs derrière chez moi. Et donc ça a été un autre move initié par ma mère qui s'est dit, à ce moment-là, ma sœur née, qui se dit, je ne peux pas élever 2 filles à Corbeil. Il faut vraiment qu'on sorte de là et qu'on leur offre une vie plus posée. Est-ce qu'à l'époque, quand vous étiez enfant, vous aviez des rêves d'avenir et est-ce que déjà vous aviez l'idée de vous élever Oui. Socialement? Oui, très, très, très vite. En fait, il faut savoir que mon père était, entre guillemets, quelqu'un au pays. Et donc, il avait un vrai statut, il faisait énormément de choses. Et en fait, je l'ai vu perdre tout ça en l'espace d'un vol de 12 heures, de devenir une personne inconnue, homme de ménage, etc. Il a été déclassé en arrivant en France. Exactement. Et en fait, très vite, j'ai voulu qu'il puisse vivre à travers moi ce qu'il aurait pu vivre s'il avait été resté au pays. Donc, ça, vous le comprenez à quel âge ? Je pense très tôt. Très, très tôt, parce qu'en fait, je pense que j'ai grandi beaucoup trop vite, parce que de la communauté sri-lankaise, comme mon père est un peu le plus âgé, eh bien, je suis un des premiers enfants, donc je suis très vite celle qui parle français. Et donc, je deviens très vite la personne référente. Donc, on m'emmène partout, du tribunal au poste de police. Et donc, je grandis très, très vite parce que pour traduire. Et donc, je comprends des choses que normalement, un enfant de 6, 7, 8 ans n'a pas à côtoyer. Et donc, cette idée de m'en sortir, de permettre à mon père de vivre par procuration ce qu'il aurait pu vivre, ça arrive très tôt. Si vous deviez retrouver le moment, en fait, où l'ascenseur a commencé à monter pour vous, vous diriez que c'est vous qui avez appuyé sur le bouton ou que c'est quelqu'un d'autre ? C'est une très bonne question. Alors, comme j'expliquais, donc déjà mes parents m'ont quand même permis d'avoir ce cocon que d'autres n'ont certainement pas eu la chance d'avoir. Donc j'avais le luxe de pouvoir étudier et donc en fait, du coup j'avais des bonnes notes et donc les profs faisaient attention à moi parce qu'ils se rendaient bien compte que il y avait une situation compliquée. Voilà, situation compliquée, mais il y avait quelque chose entre guillemets à en tirer. Oui, parce qu'il y avait une situation compliquée, mais avec aussi l'envie de vous faire réussir et l'envie de vous faire travailler, en fait. L'envie d'adhérer à la scolarité et aux règles, en fait. C'est ça. Et en fait, arrivé en seconde, quelques camarades et moi, on a la chance d'être pris sous l'aile, notamment de notre prof principal, mais aussi un peu de toute l'équipe pédagogique. C'était notre prof de maths à l'époque et qui se dit, ce petit groupe d'élèves, je vais les aider. Mais complètement bénévolement, c'est-à-dire que c'était pas dans sa fiche de poste, il n'a pas été plus rémunéré pour ça. C'est vraiment lui, avec son équipe, qui se sont dit, eux, on va les mettre à part. Mais alors, c'était des élèves, très bons élèves, c'est ça. Il y avait un potentiel, en fait. Ouais. Et vous étiez combien dans cette petite bande ? C'était il y a longtemps, pas beaucoup, peut-être 4-5. Mais voilà, il nous faisait faire
des DS supplémentaires au niveau des lycées parisiens. Et même d'ailleurs, c'est lui qui nous dit... parce que à mon époque, quand j'étais plus jeune, réussir, c'était d'aller à l'IUT. C'était ça, l'ambition. Le Graal. Parce qu'on voyait ça de la fenêtre de notre lycée. Et c'est lui qui nous dit mais qu'il y a une autre vie qui est possible et que il y a une ville, il y a Paris qui existe et vous pouvez y aller. Et je me rappelle que c'est lui qui m'ouvre ces perspectives-là que je ne connaissais pas du tout. Et donc en fait, il vous fait visiter Paris, par exemple. Vous n'aviez jamais visité Paris avant d'y aller avec lui ? Alors, j'étais déjà allée à Paris, mais chez mes oncles, donc plutôt vraiment dans le 19e, enfin voilà, les arrondissements. Dans des quartiers assez populaires. Voilà. Mais je n'étais jamais allée dans les arrondissements. Le quartier latin, je ne connaissais pas du tout. Et je me rappelle la première fois où... du coup, il nous dit qu'il faut absolument aller aux portes ouvertes. Et donc là, vous êtes en terminale ? Là, donc on était passé en terminale, oui. Et donc là, il vous emmène à Paris, ouais. Aux portes ouvertes de quoi ? Alors, il vient pas avec nous, mais il nous dit d'y aller. Et vraiment, je me souviens quand je vais aux portes ouvertes, on a fait je suis allée à Louis-le-Grand, Saint-Louis, tout. Donc les lycées élitistes de Paris. Voilà, je suis rentrée là-dedans et là je me suis dit. Mais alors pour faire une prépa, c'est ça ? C'est ça. Et en rentrant là-dedans et en voyant, mais ne serait-ce que l'immeuble et la cour, et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est magnifique ici. Et c'est là où je pense que ça déclique dans ma tête et où je me dis, c'est ce que je veux faire, je veux être là. Donc c'est ce prof qui a appuyé sur le bouton pour vous. Oui. Alors on reprend le parcours. Il y a l'ascenseur qui monte. À un moment donné, vous arrivez au premier étage. C'est quoi le premier étage pour vous, Graphie ? Alors premier étage, je pense, c'est cette prépa. Donc je pose mon dossier, je suis prise. Alors où ? À Saint-Louis. D'accord. Qui est une prépa qui est en face de la Sorbonne. Je suis même prise en internat. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable parce que... et c'est là où on a de la chance parce que c'est une éducation incroyable. Donc c'est une prépa publique, école de commerce ? École de commerce, mais publique. Donc j'ai pas... c'est gratuit, quoi. Donc je peux me le permettre. Et ça, je trouve ça, aujourd'hui avec le recul, je trouve ça exceptionnel d'avoir eu droit à ça gratuitement, quoi. Et donc vous avez fait 2 ans de prépa, 1 an de prépa, combien ? 2 ans ? 2 ans. C'est 2 ans et là... en internat au quartier latin ? Dans le quartier latin. Et là vous avez un choc culturel, social ? Bah oui, parce que... en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je me retrouve dans un lycée qui est en gros, alors je pense qu'il était peut-être quelque chose comme avant-dernier lycée d'Île-de-France ou quelque chose comme ça. Et donc passer de ça à Saint-Louis, qui est une des meilleures prépas de France, le gap est fou. Mais est-ce qu'il n'y a pas un gap, en dehors du gap socio-culturel dont peut-être vous avez envie de parler, mais est-ce qu'il n'y a pas un gap de niveau scolaire ? Mais bien sûr. C'est-à-dire que jusqu'au lycée, je suis première de la classe, mais entre guillemets, sans aucun effort, vraiment je dois reconnaître sans aucun, j'avais pas grand-chose à faire. Vous aviez des facilités quand même, un peu, peut-être ? Oui, et puis aussi, comme... Par rapport aux autres, peut-être, aussi, voilà. Ouais, je sais pas comment... en tout cas, c'était... j'étais facilement première de la classe. Alors aussi parce qu'il y avait ce prof de maths qui nous faisait, entre guillemets, des cours à part. Et du coup, notre niveau, il augmentait tout seul. Donc forcément, par rapport aux annales du bac. Mais les annales du bac, on les faisait... les yeux fermés. C'était... Alors du coup, vous vous retrouvez au quartier latin dans une prépa élitiste. Voilà. Et là, dernière. Et là, vous êtes dernière de la classe. Je pense que je suis avant-dernière, sachant que les 2-3 derrière moi, ils ont arrêté. Oui. Donc vraiment, je suis la dernière. Et vous n'êtes pas découragée ? Alors non. Je suis pas découragée parce que je trouve que j'ai une chance inouïe.
j'en reviens toujours pas d'être là, d'avoir ces discussions-là, j'apprends tous les jours. Enfin, je pense que je vis mes meilleures années de ma vie à ce moment-là. Et je me dis, allez, concours blanc après concours blanc, je vais grimper. Ah oui. Alors, du coup, sur le plan socioculturel, alors j'imagine que dans l'internat, c'était des places qui étaient réservées probablement à des enfants qui vous ressemblaient, à des jeunes qui vous ressemblaient, c'est-à-dire qui n'avaient pas forcément les parents avec un appartement dans le 5e arrondissement de Paris. En gros, pas des Parisiens, quoi. Pas des Parisiens, mais est-ce que d'un point de vue socioculturel, c'était compliqué? Vous sentiez un décalage ou pas? Alors, le décalage, en effet, le gap est énorme parce que c'est vrai qu'évidemment, il y avait ce gap au niveau des compétences, mais quelque part, c'est quelque chose qui est rattrapable parce que c'est du bachotage. Moi, un complexe que j'ai eu très vite et que je pense que j'ai toujours maintenant, c'est le décalage en termes de culture générale. Et ça, j'ai l'impression de jamais pouvoir le rattraper parce qu'en fait, je côtoie des personnes qui vont au théâtre tous les soirs, alors que moi, le théâtre, je savais même pas ce que c'était avant d'arriver en prépa. Enfin, j'avais lu des pièces de Molière, mais je n'avais jamais vu jouer. Je suis jamais allée au musée. Enfin, je passe de la Star Academy on parle de lithographie. Enfin, c'est un délire. Et donc, je me suis mise à essayer d'absorber le plus possible, à lire énormément, pour rattraper. Voilà. Alors, pendant votre ascension dans la vie professionnelle, est-ce qu'il y a, je dis dans la vie professionnelle, parce que vous avez déjà parlé du prof de maths qui a joué un rôle important, mais est-ce qu'il y a des gens dans la vie professionnelle qui sont des rencontres marquantes, des gens qui vous ont soutenu, qui vous ont encouragé, qui vous ont donné de la confiance et à qui finalement vous estimez que vous devez quelque chose de votre parcours? Alors, sur la partie déterminante, il n'y a aucun doute, il y a mon associé. Parce que Pieds Noix, on l'a monté à 2. Et c'est mon associé qui m'envoie un message Facebook un jour, sorti de nulle part. Salut Gracie, on se connaît pas. C'est Clément qui m'a parlé de toi. Est-ce que ça te dirait d'ouvrir un restaurant de burgers avec moi? Donc, là, vous étiez encore à l'école. Là, je suis à l'école. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que vous avez réussi à HEC quand même. Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas rien. Oui, C'était la première? C'est la première française? Oui. Donc voilà, vous êtes sorti quand même, votre travail a été payé de succès. Donc vous rentrez à HEC, j'imagine que vous continuez à côtoyer le décalage de code, etc., etc. Mais bon, donc vous avez cette rencontre avec ce jeune homme. Enfin, avant la rencontre, il vous écrit. Oui, il m'écrit, il m'envoie ce message, sorti de nulle part. Et là, je lui dis, écoute, peut-être avant de monter un restaurant de burgers, commençons par prendre un café. Et on voit, et donc café, on fit immédiatement. Comment vous expliquez ça ? Je crois que c'est des choses qui se sentent. C'est en fait, on partage. On découvrira après qu'on partage les mêmes valeurs, la même vision de la vie, du travail, de l'effort. Enfin, mais ça a été un fit immédiat. Je pense qu'il y a des personnes comme ça que vous rencontrez et vous sentez tout de suite que. C'est drôle. C'est drôle parce que vous en parlez d'une façon comme d'une rencontre amoureuse finalement. Finalement, c'est du même ordre. C'est du même ordre. Je pense qu'il y a des gens comme ça, c'est comme de très bons amis où il y a un coup de foudre amical et professionnel. D'accord. Et sinon, alors, en dehors de ça. Et puis après, il faut savoir que dirigeant d'entreprise, c'est un métier très, très, très solitaire. Et comme on a réussi tous les deux à vaincre cette solitude, c'est en intégrant des réseaux de dirigeants d'entreprise. Lui, il est allé au réseau Entreprendre, qui déjà nous a aidés financièrement, et ça, faut dire que c'est quand même chouette, quoi, parce que quand on monte une boîte, ça commence aussi par là. Et ensuite, et moi, j'ai choisi un autre mouvement qui s'appelle le CJD, pour Centre des jeunes dirigeants, et là, j'y ai vraiment retrouvé des pairs qui ont
en fait, qui vivent la même chose que moi, soit en même temps, soit qui l'ont déjà vécu, et ça permet d'aller plus vite. Parce qu'en fait, vous avez créé tout de suite votre entreprise, vous n'avez fait aucune autre expérience professionnelle. Non. En fait, on a créé à l'école même. C'est à l'école qu'on a créé. D'accord, ok. Très intéressant. Et donc, après ce premier étage, l'ascenseur continue à monter, vous créez votre boîte avec votre associé. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes senti coincé entre deux étages ? C'est une bonne question. Je pense que sur au départ, non, parce que pour moi, dans ma tête, tout est hyper clair. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est que je veux m'en sortir, je veux que mon père puisse vivre, entre guillemets, par procuration. J'ai totalement conscience de ce mécanisme qu'il y a en moi. Donc, c'est assez facile. Vous êtes déterminée. Je suis déterminée. Donc, c'est assez... c'est des rails à suivre. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand un moment où ça y est, entre guillemets, c'est fait. C'est-à-dire que maintenant, on a une entreprise qui est là, qui est florissante, qui... À quel moment c'est arrivé ça ? Combien de temps après la création ? Au début, faut que je pense que... au début, moi, je suis en cuisine, il est en salle. Donc, on est vraiment la tête dedans. Puis, on ouvre le deuxième, on est encore dedans. Je pense que ça arrive peut-être 6-7 ans après. D'accord. Voilà, c'est en fait quand c'est rodé. C'est ça. Quand c'est rodé... Mais donc, vous avez commencé en cuisine ? Oui. Ah oui. Et d'ailleurs, ça, c'est drôle parce que, je ne sais pas si vous savez, mais à Paris, souvent, dans les cuisines parisiennes, c'est des Sri Lankais, des Bangladais qui sont en cuisine. Souvent qui n'ont pas de papier. Oui. Et en fait, je me souviens la fois où j'invite mes parents pour l'ouverture du restaurant et où mes parents me voient, du coup, en cuisine. Ah oui. Et là, mon père, il vient me voir, il me fait, en rigolant, il me fait « Ah, dis donc, tout ça pour ça, c'était bien la peine. J'aurais pu t'inscrire direct. J'aurais pu te pistonner direct pour faire la plonge. » Et donc, en fait, vous avez commencé par en ouvrir un. Oui. Et c'est ça le plus difficile ? C'est d'ouvrir le premier ? Non. Le ouvrir un, ça va, parce qu'en fait, on n'envoyait pas une fusée sur la Lune, on ouvrait un restaurant. Et ce qui est pas mal avec le restaurant, c'est un des plus vieux métiers du monde. Donc, les gens... On sait à peu près ce qu'il faut faire pour ouvrir un restaurant. Je pense que le plus dur, ça a été d'ouvrir le deuxième. Parce que le premier, quand on est dedans et qu'on fait tout, oui. Ça va. C'est quand on commence à faire que c'est difficile. Que ça commence. Bien sûr. Que ça commence. Et là, une de nos plus grandes fiertés avec Rudy, mon associé, c'est que 10 ans après, cette année, on a encore été décerné meilleur burger de Paris par François-Régis Gaudry, alors que il y a plein de restaurants, plein de staff. Alors que vous n'êtes plus dans la cuisine. Et que je suis plus dans la cuisine. Et donc, quelque part, que cette transmission se soit faite et que le staff ait la même énergie, la même foi, la même passion, ça, c'est ça la fierté. Vous avez oublié de raconter une anecdote importante, à mon avis, dans votre parcours, qui est pourquoi vous avez tout de suite dit oui à cet associé, à ce futur associé, sur l'histoire d'une chaîne de burgers. En fait, je pense que racontez-moi ça. Je pense que je dis pas oui au projet. Je pense que je dis oui à lui. D'accord, mais c'est ça le sujet. C'est ça le. Et pourquoi les burgers ? Alors les burgers, après ça c'est confirmé après parce que on voulait, nous, là où tous nos camarades étaient plutôt start-upers, donc plutôt tech, nous, on voulait créer quelque chose dans le dur parce qu'on est des amoureux de l'hospitalité. Donc, ça aurait pu prendre n'importe quel chemin de l'hospitalité. Et on a ciblé le burger assez scolairement, devrais-je dire, parce qu'on s'est dit que ce qui se passe aux US arrive 5 ans après en France. Et à cette époque-là, ce qui marchait vraiment aux États-Unis, c'était tout ce courant du burger premium qui n'existait pas en France. En France, il y avait soit McDo,
soit des brasseries qu'il avait à la carte. Mais il n'y avait pas ce secteur du burger premium et on s'est dit, ça va arriver, on va le faire. Et voilà. Et il n'y avait pas une histoire de votre enfance ? Ah oui. Alors ça, c'est peut-être que j'ai post-rationalisé après, mais donc bon, mes parents n'ont jamais eu trop les moyens financiers et donc les quelques sorties qu'on faisait, c'était soit chez McDo, soit chez Quick, enfin vraiment dans ce genre de fast-food autour du burger. Mais enfin, quand j'étais petite et que j'avais mon Happy Meal rien que pour moi, enfin servi vite, chaud, avec mes parents là, rien que pour moi encore cette fois, pas en devant aller travailler, je me suis dit, waouh, ça existe des mondes, enfin ça existe un monde sur la Terre où les gens s'occupent de nous. Et je pense que mon goût de l'hospitalité est venu de ça. Et je me suis dit, alors je post-rationalise, mais je me dis, c'est peut-être ça que j'ai voulu recréer. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des gens qui ont essayé de vous bloquer l'ascenseur ? Ah, alors je pense que les gens, enfin, je suis peut-être naïve, je sais pas, mais je pense que les gens sont dans leur couloir de nage et chacun fait un peu sa vie et je pense pas que on réfléchisse à faire des croche-pattes. Mais je suis peut-être naïve. Et quand vous dites ça, ça me fait penser à une question qu'une copine m'avait posée. Elle m'avait demandé comment je gère la charge raciale. Mais oui, c'est une bonne question. Oui, alors je ne connaissais pas du tout le terme. C'est elle qui m'a fait découvrir. Moi, je vais vous le dire autrement. Je vais vous le dire d'une façon un peu plus politiquement correcte, on va dire. Est-ce que vous avez croisé des discriminations, que ce soit raciale, du coup, puisque charge raciale, ok, mais que ce soit aussi sociale, parce que souvent, on croise aussi des discriminations sociales. Est-ce que c'est le cas ? Alors, je pense que oui, même c'est sûr. Maintenant, je pense que c'est déjà... Enfin, la vie, elle mérite tellement d'être vécue, savourée, elle est tellement éphémère et précieuse que moi, je ne veux pas du tout dépenser de l'énergie à ça. Je veux garder toute mon énergie pour embrasser mon destin et puis, tant pis pour... Mais oui, j'ai eu du contrôle un peu trop souvent à la sortie du Monoprix, qui est clairement, enfin des fois je me dis c'est quand même un délit de faciès, c'est pas possible, à des espèces d'étonnements, ah bon t'as fait ça, mais voilà. Et pour lever des fonds et pour est-ce que pour voilà dans le cadre de votre projet entrepreneurial, est-ce que ça a été plus difficile, vous pensez, à cause du fait que vous venez d'un milieu très modeste et d'un parcours d'immigration, hein, soyons clairs. Ouais. Alors étonnamment non. Peut-être que je suis passée j'ai une bonne étoile mais sur tout ce qui est levée de fonds, tout ça, j'ai eu aucun sujet. C'est vrai que j'avais le pédigré HEC. Bah oui. Ça aide, je pense, beaucoup, parce qu'ils doivent se dire, au moins, la sélection a été faite. S'il y a une fois où ça a pu me porter préjudice, c'est pour ouvrir notre premier restaurant, on a dû faire le tour des banques. Et une des banques, c'est pas une des banques, c'est une des chargées d'affaires, parce que j'imagine que c'est pas la banque qui a cette politique, mais qui m'a dit, en vrai, je vais pas vous prêter parce que c'est pas avec vos parents qui ont un pavillon en banlieue que vous allez pouvoir, qu'ils vont pouvoir se porter garant. Et là, j'étais là, ok, bon. Ça, j'avoue, c'était un peu un coup dur. C'était dur, évidemment. Et ouais. Mais à part ça, vous dites que vous ne souhaitiez pas que ça vous atteigne, en fait, et que vous préfériez ne pas le voir, en fait, peut-être, et d'avancer. Oui, les œillères. Et des fois, je pense que les œillères, c'est aussi important. Protecteur, peut-être. Ouais, alors ça protège et aussi ça permet d'avancer parce que je pense que si on reste bloqué trop souvent sur des personnes comme ça, eh bien, on reste en boucle là-dessus et on n'avance pas. Alors que je pense que le meilleur moyen de lutter contre ce genre de propos, c'est de rendre nos parcours beaucoup plus classiques et pas du tout atypiques. Donc, plus il y aura de gens qui y arriveront, mieux ce sera.
Alors, vous m'avez parlé, quand on a un peu discuté d'une façon informelle avant ce podcast, avant l'enregistrement, vous m'avez parlé de la peur de réussir. Ça m'intéresse beaucoup que vous me parliez de ça. C'est quoi la peur de réussir ? Enfin, souvent on pense que les gens ont peur d'échouer. Je pense qu'il y a évidemment de ça, mais j'ai aussi rencontré énormément de personnes. Quand on creuse un peu, eh bien, elles ont peur de réussir parce qu'elles ont peur de la chute, de la potentielle chute future. C'est-à-dire, je vais pas aller trop haut parce que qu'est-ce qui va se passer si j'arrive pas à tenir ce niveau-là ? Et ben du coup, je préfère rester là. Au moins, je suis sûre, je vais pas me mettre en danger. Et je le vois notamment auprès du staff. Alors moi, j'aime cet ascenseur, donc j'essaye de le communiquer à tout mon staff pour qu'ils grimpent aussi. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Ils disent non, moi je préfère rester là pour pas prendre le risque de tenter, de pas y arriver, de devoir redescendre. C'est ça. Ah oui, c'est un rapport au risque en fait. Oui. Oui. Mais qui est sans doute très lié à votre esprit entrepreneurial. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr, c'est pilule bleue ou pilule rouge. C'est ça. Alors, dans cet ascenseur, est-ce que vous avez connu des moments où ça secouait un peu, où vous vous sentiez pas très très à l'aise, pas très légitime, et où finalement vous avez connu un épisode d'ascenseur émotionnel ? Alors j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça le concept de transfuge de classe. C'est, si j'ai bien compris, ce sont des personnes qui ne sont plus tout à fait chez elles, donc au rez-de-chaussée, parce qu'elles sont parties, mais qui ne sont pas non plus tout à fait à l'étage, parce qu'elles n'ont pas les codes du milieu qui l'accueille. Et c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance. Alors, j'ai beaucoup parlé de mon père, mais ma mère m'a aussi apporté quelque chose d'énorme, qui a énormément de valeur pour moi. Ma mère, c'est quelqu'un qui est un peu comme une aristocrate déchue. Donc, elle nous a élevés, ma sœur et moi, à toujours bien se tenir. C'est-à-dire que, une de ses phrases, c'était c'est pas parce qu'on mange des knackis que l'on ne doit pas se tenir droit. Et pour elle, c'est très important tout ce qui est sens de l'honneur, sauver son honneur, celui de toute sa lignée, et avoir du bon goût, presque être un petit peu snob. Ah oui. Ouais, ouais. Et en plus, dans sa tête, le monde était simple parce que la vie n'a de sens que si on s'élève, et que ça tombe bien parce qu'il suffit de travailler pour pouvoir s'élever. Donc c'est vraiment genre... Elle nous élève dans ça. Et donc, très vite, tous ces codes de bien se tenir, comment manger, etc., ça, en fait, on les a très, très vite avec... Vous me parliez quand même au début de cet entretien du fait que vous aviez un complexe culturel, en fait, de ne pas avoir été au théâtre et tout ça. Et ça, est-ce que ça... vous a handicapé ? Est-ce que ça vous a fait ressentir un peu d'ascenseur émotionnel, justement, ou pas plus que ça ? Si, c'est... même encore maintenant, quand quelqu'un me dit « Ah bah, tu l'as pas vu, ça ?» Je suis là « Ah !» Et donc, direct le soir, je vais regarder, je vais... Ouais, c'est... Je sens que j'ai un... Mais vous savez, il faut que vous vous détendiez là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de fils de famille qui n'ont pas vu la dernière pièce. Je sais. Et qui ont très peu de culture générale... par paresse. Oui, je sais. Vous avez ça aussi, ça existe aussi. Oui, c'est vrai. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui... Je pense que c'est un peu entendu au travers du podcast. J'aime beaucoup l'école, j'aime beaucoup apprendre. Donc, j'y trouve aussi une espèce de satisfaction. Ouais. Alors, quand on monte dans l'ascenseur et qu'on s'éloigne de son rez-de-chaussée, est-ce qu'on a envie d'oublier d'où on vient ? Ou est-ce qu'au contraire, on a envie de garder le lien et en même temps de tisser des liens entre tous les mondes auxquels on appartient pour partager sa réussite, voire parfois, c'est pas forcément le meilleur côté de l'être humain, mais le montrer, montrer qu'on a réussi. Alors moi, je suis restée complètement en lien. Mes parents, je les appelle tous les jours. Et ensuite, est-ce que on veut
Je sais pas si c'est, en tout cas pour ma part, c'est pas spécialement pour montrer que j'ai réussi. Je pense que c'est quelque part pas anodin si au final je suis dans la restauration, parce que c'est un monde qui est hyper ancré dans la vie réelle. Parce que c'est vrai que très vite, on pourrait se retrouver dans un secteur où on est entouré que d'HEC, de banquiers d'affaires. De banquiers d'affaires, voilà. Et en fait, en travaillant avec des personnes de tous les horizons, de toute la diversité possible, ça permet de rester... J'aime beaucoup ce que vous avez dit sur le fait de faire des liens avec tous les mondes. Et quand on fait des soirées pieds noirs où il y a à la fois les plongeurs et à la fois les gens du bureau, les serveurs, etc., et que tout ce beau monde mélange et fait la fête ensemble, mais c'est magnifique. J'aimerais maintenant qu'on parle de votre vie personnelle, parce que vous êtes la maman de 2 enfants. Oui. Et donc, je voudrais savoir, dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, est-ce que ça change quelque chose d'être partie de plus bas ? En gros, est-ce que dans l'éducation que vous leur donnez, votre histoire change l'éducation que vous leur donnez ? Oui, complètement. En fait, en ayant vécu ma vie, je vois mes lacunes. Enfin, j'ai vu là où j'ai péché, là où j'ai eu des lacunes, là où il y a eu ces moments, comme vous dites, d'ascenseur émotionnel. Et du coup, j'élève nos enfants en essayant de combler au maximum ces lacunes-là pour que eux puissent partir de plus haut. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas à recommencer à mon niveau et qu'ils puissent repartir d'un cran encore plus haut pour aller encore plus haut. Et donc, par exemple, ils ont dès la maternelle, on les a mis en bilingue anglais parce que moi, l'anglais, oui, j'en ai fait évidemment au collège et au lycée, mais c'est pas l'anglais des summer camps, c'est ça. Des enfants très favorisés. Non, voilà. Et c'est vrai que quand j'arrive, je fais un semestre à Singapour et après je vais bosser un peu à New York. Ça m'a demandé un certain effort. Et effort que je voyais d'autant plus que moi, je parle du coup français, mais je parle... ma langue maternelle, c'est le tamoul. Et je vois que c'est tellement pratique d'être complètement fluente dans les 2 langues. Et je me suis dit, mais les enfants, s'ils pouvaient avoir... Comme le cerveau des enfants, quand ils sont petits, c'est hyper malléable. S'ils peuvent choper ce truc-là sans effort, allons-y. Mais ma question, c'était aussi, est-ce que le fait qu'ils aient une enfance plus favorisée que la vôtre, ça peut éventuellement vous inquiéter, comme d'autres personnes qui témoignent dans le podcast et qui sont inquiets que l'enfant n'est pas assez lagnac comme eux, ils ont dû l'avoir. Non, mais c'est peut-être pas le cas, mais je vous pose la question. J'avoue, non. C'est pas du tout... Je me suis pas du tout dit ça. Moi, je me suis dit... Alors, peut-être que je suis encore une fois avec mes œillères, où je me dis que s'ils commencent plus haut, ils iront plus haut. Parce qu'en fait, cet ascenseur, il est infini. Il est infini parce que, surtout quand on habite une ville comme Paris, il n'y a pas de plafond de verre. Donc, Vous avez pris l'ascenseur social, mais d'autres, on le sait bien, n'y arrivent jamais, en fait, ne peuvent jamais le prendre. Qu'est-ce qu'il faudrait changer à l'échelle d'un pays comme la France pour qu'un parcours comme le vôtre soit banal ? J'ai vachement réfléchi sur qu'est-ce qui m'avait permis d'en arriver là. Parce que ça arrive souvent qu'on me prenne en exemple pour dire tu vois bien, l'ascenseur fonctionne. Mais moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir eu vraiment genre une bonne étoile, un gros coup de chance, d'avoir réussi, d'avoir été là au bon moment, au bon endroit. Bon, voilà. En tout cas, c'est l'histoire que je me raconte. Et j'aimerais bien que cette chose-là, ça soit pas juste de l'ordre de la chance. Ça serait bien que ce soit quelque chose de beaucoup plus processé, que tout le monde puisse y avoir droit. Et en y réfléchissant, je me suis demandé, alors c'est peut-être complètement utopique, mais
le système d'héritage tel qu'il est conçu actuellement, et quand je dis héritage, c'est à la fois économique et culturel, aujourd'hui, il est transmis de parents aux enfants. Mais quelque part, cette idée-là, c'est une construction de notre civilisation humaine, de s'être dit que c'est les parents qui transmettent aux enfants c'est tout ça. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un héritage qui serait non plus transmis juste aux enfants, mais à la communauté ? Et là, l'ascenseur, tout le monde pourrait le prendre. C'est-à-dire que si les gens qui ont peuvent emmener ceux qui n'en ont pas, voilà. Alors, on l'a vu, hein, ça n'a pas toujours été facile pour vous, même si vous le dites le contraire, mais quand même, je pense que ça n'a quand même pas toujours été simple, voilà, notamment dans votre petite enfance, mais vous y êtes arrivé. Aujourd'hui, si vous avez un jeune ou une jeune qui vous demande conseil pour prendre l'ascenseur, qu'est-ce que vous lui répondez ? Je pense que je reviens à cette idée de ne pas avoir peur de le prendre. Parce qu'on sous-estime cette peur-là. Et en fait, de le rassurer sur le fait que même si on tombe, c'est pas grave. Enfin, Ouais, c'est vraiment pas grave. Parce qu'au final, je crois que la raison pour laquelle la vie est éphémère, je pense que c'est justement pour montrer que c'est un jeu. Que, en fait, si on monte, on peut redescendre. Et peut-être même, j'irai même plus loin. Ça se trouve, même, on pourrait dire que si on descend jamais, c'est peut-être qu'on n'a pas assez joué. Donc, en fait, c'est un éloge un peu du risque quand même que vous faites. Oui, exactement. Tout à l'heure, je parlais de la métaphore pilule bleue, pilule rouge. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des moments dans votre vie où ce choix-là s'offre. Ce choix où vous pouvez rester dans le confort du quotidien, du métro, boulot, dodo classique, de votre environnement et de perpétrer ça. Et il y a des moments où il y a l'autre pilule qui est offerte, faut la choper. Même si elle fait peur, même si ça implique un déménagement. C'est par exemple ma mère qui se dit... on aurait pu rester dans ces bars d'immeubles où on connaissait tout le monde, on était chez nous, on parlait notre langue, on était en communauté. C'était beaucoup plus simple que d'aller dans le fin fond du 77 où on devient une minorité visible. Enfin, mais elle n'aurait pas fait ce move que l'ascenseur, on l'aurait pas pris. Et pareil, quand Rudy m'envoie ce message Facebook, j'aurais pu lui dire c'est qui cet illuminé ? Salut, j'ai une carrière toute tracée en finance ou en conseil qui m'attend. Et en fait, c'est exactement ça que je voulais dire. C'est pas avoir peur de prendre l'autre pilule. Parce que pour pas avoir peur, faut pas avoir peur de redescendre. Bien sûr, c'est une histoire de prise de risque en fait. Ouais. Très souvent, je remarque dans ce podcast, la plupart des gens en fait qui témoignent dans ce podcast depuis qu'il existe ont envie de renvoyer l'ascenseur. Pas forcément aux gens qui les ont aidés, parce que ceux-là, en général, ils ont déjà des facilités et tout ça, mais plutôt à d'autres, à des plus jeunes qui n'ont pas eu une enfance facile comme eux. Est-ce que c'est votre cas ? Et si c'est le cas, comment vous vous y prenez ? Alors, j'essaye en tout cas à ma mesure de le faire. Alors déjà tout simplement, j'essaie de répondre à toutes les sollicitations LinkedIn. C'est pas évident, mais j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Donc ça, déjà, c'est une façon d'un petit peu renvoyer l'ascenseur. Et ensuite, je suis aussi mentor par ailleurs. Et ça j'aime beaucoup parce que... Dans une association ? Oui, alors à l'IME, qui est l'Institut du mentorat pour l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est hyper gratifiant d'aider des personnes à faire des bons. Bien sûr. Voilà. Et aussi un troisième volet, je suis aussi, à côté de tout ça, présidente d'une association qui s'appelle Incroyable Territoire, dont l'objet, c'est de lutter contre la désertification des centres-villes.
Alors c'est tout un autre sujet, mais Oh, c'est pas un autre sujet, parce qu'on a beaucoup de gens dans le podcast aussi qui ont grandi dans des territoires très reculés oui. et qui doivent aussi faire un move, comme vous Oui. dites, important. Et en fait, c'est aussi une façon pour moi de renvoyer l'ascenseur. Est-ce qu'il y a un prochain étage pour vous et si oui, lequel? Alors, avec Pieds Noirs et très certainement ouvrir d'autres restaurants, mais c'est vrai que on a aussi d'autres rêves avec mon associé qui serait par exemple d'ouvrir un motel ou lancer notre propre festival, toujours dans cet univers américain. En tout cas, ce que je me dis, c'est que je veux rien de m'interdire et je pense que c'est important d'aller vers là où la flamme s'embrase. Merci beaucoup, Graphie, pour ce voyage dans votre ascenseur. Avec plaisir. Bienvenue dans l'ascenseur.